Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Institut des Libertés. Comme chaque semaine, on a un rendez-vous donc avec Charles Gave, ici présent, et moi-même, dans cette émission qui s'appelle Le Délit d'Opinion, où on parle chaque semaine de l'actualité dernière. Première nouvelle de la semaine, enfin, on peut retirer les masques dans la rue. Je commençais à ne plus trop y croire, très franchement. C'était un truc qui était assez ancré dans les mœurs nouvelles. Pourquoi le gouvernement nous a-t-il permis cela ? Je crois aussi qu'il y avait de plus en plus de gens qui marchaient dans la rue sans masque. Donc à partir du moment où une loi n'est plus respectée, il est de bon ton de la supprimer, quoi. En plus, j'ai jamais très bien compris, on m'a jamais très bien expliqué quel texte le gouvernement avait utilisé pour nous imposer toutes ces contraintes. Je sais qu'il y a des gens qui ont déposé des recours devant le Conseil d'État, mais le Conseil d'État, les conseillers d'État étant sortis de l'ENA comme le dirigeant et comme la plupart de nos gouvernants sont devenus incapables de protéger le droit des gens, puisqu'ils protègent en fait leur caste maintenant. Donc, il commençait peut-être à avoir un peu la trouille d'une révolte du petit peuple. Et c'est peut-être aussi... l'arrivée des élections qui les stimule. Absolument, je pensais beaucoup à ça. Parce que du coup, on ne savait pas quand allait se terminer cette obligation. Et là, mais est-ce qu'il faudra mettre des masques pour aller voter dans l'isoloir ? Ah, je sais pas, parce que peut-être, oui, parce qu'en intérieur, je crois que c'est toujours d'actualité, et jusqu'à... Mais s'il n'y a des dangers qu'en intérieur, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi nous a-t-on confinés ? S'il n'y avait pas de danger à l'extérieur, on aurait dû nous interdire de rentrer chez nous, non ? C'est pas faux. Il me semble là qu'il y a quelques contradictions qui ne sont pas bien nettes, mais enfin... Ah oui, avec ce gouvernement et plus globalement... Vous voulez dire c'est en même temps, quoi. Tous les gouvernements précédents, on n'est pas à une contradiction près. Bon, info suivante. Info suivante, oui. Il y avait cette polémique, là, il y a quelques jours, par rapport à l'équipe de France de football, qui apparemment devait mettre le genou à terre par antiracisme au début du match contre l'Allemagne. Au final, ça n'a pas été le cas. Cette idée de mettre le genou à terre avant le début du match, bonne chose, mauvaise chose, ou est-ce qu'on s'en fiche ? Ça vient des États-Unis, c'est les footballeurs professionnels américains noirs, certains d'entre eux du moins, qui ont commencé à mettre le genou à terre, mais pas tous, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas d'accord, pour protester contre le racisme aux États-Unis. Le racisme aux États-Unis étant une conséquence de l'esclavagisme qui a été aboli il y a quoi, et maintenant, je sais pas, 150 ou 200 ans aux États-Unis. Il n'y a jamais eu d'esclaves en France, à ma connaissance. L'esclavage, en tout cas depuis 11 siècles au moins. Il n'y a jamais eu d'esclavage en France. Donc... j'ai peu rencontré dans ma vie de gens qui disaient « Vous savez, moi je suis raciste ». Et donc je vois pas exactement le courage extraordinaire qu'il y a à promulguer l'idée que le soit on est antiraciste en mettant le genou à terre. Ça me paraît enfantin, mais pas bien intéressant. C'est encore une fois une de ces tentatives de nous faire croire que les blancs sont méchants, les noirs sont gentils, ils ont été les victimes du racisme, donc il faut... mais je vois pas pourquoi je devrais demander pardon de quelque chose que moi j'ai pas commis, qui a peut-être été commis par mon arrière-arrière-grand-père, mais enfin je veux dire... Oui, c'est toute cette théorie du racisme systémique, c'est-à-dire que même si nous, en tant que tel, on n'a rien fait, on est quand même en train de perpétuer la fameuse suprématie blanche, et donc il faut constamment remettre en question ses privilèges, demander aux personnes dites racisées si elles se sentent bien, etc., faire une sorte de safe space permanent pour toutes ces personnes, pour qu'elles se sentent absolument bien en Occident. Ça me paraît une idée intéressante. La question, c'est que dans le monde actuel, il y a quand même beaucoup de métis.
Ouais. Alors ils sont moitié méchants, moitié bons. Comment ils font pour se dépatouiller? Ils ont alors ils sont, enfin je sais pas, ils sont un des deux quoi. Ils ont quelque part un peu parfois un système de hiérarchie. Il y avait eu par exemple une polémique sur une actrice qui était certes noire mais trop métisse, trop pâle pour jouer le rôle d'une chanteuse d'ailleurs, dont le nom m'échappe. Mais il y avait eu effectivement une polémique par rapport à ça, parce que certes elle était noire, mais elle était pas assez noire. Donc ils font une hiérarchisation entre les différents degrés de négritude à ce moment-là. Mais, oui, bah, c'est une idée intéressante. Mon meilleur copain en fac était, quand j'étais à Toulouse, était un quart noir, sa grand-mère était noire, je crois. J'ai pas l'impression qu'il ait été martyrisé, quoi, je sais pas. Ni qu'il ait été gêné, ni il a fait une brillante carrière dans le droit. C'est curieux, je me demande si tous ces trucs de racisme, c'est pas dans le fond une espèce de tentative de justifier les échecs. C'est-à-dire j'ai échoué, non pas parce que j'ai rien foutu, ou j'ai pas travaillé en classe, ou j'ai pas fait, mais j'ai échoué parce que vous êtes raciste, quoi. C'est-à-dire qu'on fait reposer son échec, non plus sur son incapacité, mais sur le fait que l'autre vous ait forcé à l'échec. Et ça, c'est une... C'est la société qui est faite comme ceci pour m'empêcher de réussir. Pour m'empêcher de réussir, mais... Oui, moi j'ai vu tout dans ma vie, mais j'ai jamais vu un type qui bossait comme un fou, qui était travailleur, qui était sûr, qui donnait du mal, ne pas être apprécié, quoi. Et je crois que c'est pas tellement une couleur de peau qui compte, c'est est-ce que le type est sérieux ou pas, quoi. Mais quand vous cherchez un bouc émissaire à vos échecs, quand vous pensez que l'échec ne vient pas de vous mais des autres, vous êtes déjà sur une pente extrêmement glissante. Absolument. Et du coup, est-ce qu'on assiste aussi, malheureusement, vous pensez à une politisation du sport? Il y a beaucoup de gens qui le voudraient. Mmh. Mais il faut qu'ils fassent très attention. Parce que, ça a commencé dans le football américain. Avec ce qu'on appelle un quarterback, c'est-à-dire le joueur vedette qui réussissait plus à trouver de poste et qui disait qu'il ne trouvait pas de poste parce qu'il avait fléchi le genou. Bon. Puis ensuite, tout le monde a fléchi le genou dans le football américain. Mais depuis qu'ils ont fléchi le genou, c'était un sport qui était très populaire, mais au sens du peuple, quoi. Les gens y allaient beaucoup, regardaient beaucoup à la télévision. Je crois que les audiences du football américain sont effondrées de la moitié ou des 2/3. Parce qu'ils refusaient ils mettaient le genou par terre, ils refusaient de chanter l'hymne américain alors que c'était avant chaque match. Donc, moi je ferais bien attention parce que le sport, c'est bien un endroit où, en principe, les Noirs réussissent plutôt mieux que les autres. Je veux dire, on en voit pas mal, quoi. Enfin, dans le sport, dans l'équipe de France de football, dans les courses de vitesse ou les courses de fond, il y en a un paquet. C'est difficile de prétendre à la fois représenter son pays et s'opposer à l'histoire de son pays. On retombe toujours dans la même chose, c'est-à-dire que vous acceptez pas notre histoire, quoi. La France a lutté contre l'esclavagisme, il n'y en avait pas en France, il y en avait eu dans les colonies pour des raisons historiques, mais il n'y en avait pas en France, donc voilà. Il y a le chien qui ronfle. À San Francisco, les vols de moins de $950 sont décriminalisés. C'est-à-dire que les vigiles dans les magasins n'ont pas le droit de vous retenir. Vous arrivez avec un sac, vous mettez ce que vous voulez. Tant que ça vaut moins au total de $950, vous pouvez passer dans les rayons, sortir du magasin et derrière, vous ne serez pas mis en prison. Est-ce que la gauche n'est pas en train de devenir complètement folle? Je vais vous dire ce qui va se passer à San Francisco, c'est que tous les magasins vont fermer. Et ça veut dire que les magasins vont fermer et Amazon va faire fortune. Parce que Amazon, eux, vous n'avez pas le droit d'aller chez Amazon et de piquer des trucs chez Amazon en dessous de moins $950. Donc, encore une fois, si vous voulez, ces espèces d'incivilité qu'on ne condamne plus empêchent les gens d'aller dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus...
l'étape suivante, j'imagine, c'est que si vous mettez, puisqu'on revient à notre discussion d'avant, si vous mettez une claque à un blanc, ben, c'est pas grave. Si vous piquez 950 €, c'est pas grave. Ben, ce qui se passe là, c'est que, ben, il y aura des quartiers où il y aura plus que des blancs, et puis il y aura des quartiers où il y aura, il y a des gens qui ne pourront pas y rentrer. Quelque part, c'est une histoire de fou de ne pas se rendre compte que la criminalité commence toujours avec les petits crimes. C'est ce qu'on appelle three strikes and you're out, c'est-à-dire si vous faites trois fautes, vous êtes... et c'est la gravité du crime n'a pas d'importance. Si vous en faites 3 de suite, vous partez pour un grand moment en tôle, parce que toutes les études montrent que si vous en avez fait une pas grave, une deuxième pas grave, la troisième risque d'être très grave. Donc l'essentiel, c'est d'arrêter le gars qui est rentré dans un cycle de commencer à faire des crimes. Et donc, avec ce genre de truc, ben, vous les incitez à faire leur premier crime, quoi. Et en plus, c'est une notion extraordinaire, parce que la propriété, ça existe, quoi. Il y a quelques jours, il y a eu une manifestation dite contre les idées d'extrême droite. Ce qu'on y a constaté, c'est que il y avait beaucoup de personnes âgées à cette manifestation, et dans celle de Paris, où il y avait quand même tous les grands pontes de la gauche, eh bien, il y avait quand même très peu de personnes. Apparemment, ils étaient 800 dans leur manifestation. Est-ce que cette gauche-là est en train d'être complètement à l'agonie? Ben, ça dépend. Qu'est-ce qui définissent comme l'extrême droite? Bah, c'est tout ce qui est à la droite de Manuel Valls, incluant Manuel Valls. Parce que moi, quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, il y avait toute une série de ministres socialistes, socialistes, qui étaient robustement pour des idées qui aujourd'hui seraient considérées comme tout à fait à droite, c'est-à-dire, je sais pas, le droit de propriété par exemple, ou l'égalité de tous devant la loi, ou tout ça, c'était des idées. Donc, tout ce qui n'est pas l'acceptation de la normale, en quelque sorte, quelle que soit la façon dont on définisse le normal, c'est difficile de définir le normal, mais il me semble que maintenant, on dit que vous êtes de droite. Si vous trouvez qu'être normal, bah, c'est plutôt normal, quoi. Donc, si la gauche est devenue la défense de la normale, étonnez-vous qu'il y ait peu de gens. Parce qu'il y a assez peu de gens qui sont normaux, quoi. Dans l'ensemble, la plupart des gens sont vaguement normaux, quoi. Pas dans tous les domaines, mais ils sont plutôt normaux. Donc, il me semble qu'il y a une espèce de mise en valeur de l'exception, de la norme. Je sais pas si anormal c'est le bon titre, c'est le bon mot, c'est une espèce de mise en valeur de... L'excentrique, voilà, de l'excentrique. Une mise en valeur de l'excentrique qui est tout à fait surprenante, quoi. Le monde n'est pas fait que de marginaux. Ouais. Il y a des gens qui sont parfaitement normaux. Effectivement, ce que je constate, c'est que ce qu'ils appellent les idées d'extrême droite, c'est en fait les idées qui prônent tout simplement une société normale. Bah, les idées qui trouvent... Puis, je sais pas, que par exemple, puisqu'on a parlé de criminalité il y a 5 minutes, toutes les études de criminalité montrent que le facteur le plus discriminant pour avoir un ou des criminels dans la maison, c'est l'absence de père. Donc, bah, si vous voulez, dans l'histoire, une famille avec un père, une mère et des enfants, ça a été plutôt normal, quoi. C'est plutôt normal. Et aujourd'hui, je crois que le tiers ou 40% des enfants vivent dans un monde sans père. Où il n'y a pas d'homme, quoi. Donc, d'où la relation avec la criminalité qui est très forte. Ben, je ne sais pas si être pour qu'un père à la maison soit là, c'est être de droite. Aujourd'hui, oui, c'est même, voire même d'extrême droite. Ouais. Mais voilà, est-ce que c'est ça d'être d'extrême droite? Ben alors là, on est mal parti, parce que le père, c'est un peu celui qui est censé donner la loi, et la mère donner l'amour. Enfin, c'est cette image, mais ça a toujours été le cas. Le père, c'est le... Si tu viens là, tu prendras une claque, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le... Et pendant cette manifestation,
Jean-Luc Mélenchon s'est fait enfariner la tête, le visage. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce geste? Bon, je crois que ça rejoint un petit peu tout ce qu'on dit sur les hommes politiques. C'est une espèce Je ne peux pas croire une seconde que Jean-Luc Mélenchon soit honnête intellectuellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il a changé beaucoup d'opinions dans sa vie. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc il est d'une grande intelligence, mais il y a des moments où il ment. Et personne ne peut dire qu'il ne sait pas qu'il ment, qu'il est de bonne foi. Je veux dire, quand il parle de l'immigration, alors qu'il y a 7-8 ans, il était tout à fait contre, et maintenant il en parle comme... parce qu'on sent qu'il a besoin de leur voix, il ment. Il est à la recherche de voix. Pareil sur la laïcité. Pareil sur la laïcité, pareil. Donc, je crois qu'à ce moment-là, vous savez, autrefois, les types qui en mettaient de la farine et du goudron, c'était les gars qui trichaient au jeu. Vous vous souvenez, dans les westerns, on les ennuyait. Je crois que le peuple français a une envie délirante de mettre du peuple et du goudron sur toute une série d'hommes politiques et de leur dire d'aller là-bas, loin, en dehors de la ville, qu'on ne veut plus vous voir. Et ils sont là, toujours en train de parler. Je ne comprends pas pourquoi les chaînes de télévision et de radio continuent à inviter M. Mélenchon. Je ne comprends pas. Alors les chaînes de télé invitent Mélenchon et nous ici on a invité l'enfarineur en question à deux reprises. Il est rigolo celui-là. Il va faire de la tôle lui aussi. Non, je pense pas. Mais il a fait 24 heures de garde à vue, c'est déjà pas mal. J'imagine que les flics lui donnaient des grandes tapes dans le dos en lui disant pendant les 24 heures, c'était... Parce que Mélenchon, c'est pas l'ami des flics. Non, mais cette espèce de mensonge que les... Vous savez ce qu'on dit, c'est quand est-ce qu'on sait qu'un homme politique ment, c'est quand ses lèvres bougent, quoi. On se dit, mais c'est pas possible de vivre toute sa vie dans le mensonge comme ça. Pour un but qui est bas, c'est-à-dire d'arriver au pouvoir. C'est bas, je veux dire, avoir comme but d'arriver au pouvoir. Oui, non, mais il fait constamment des courbettes au nouvel électorat de la gauche. Et d'ailleurs, Thilou, l'enfarineur en question, derrière, quand il était interrogé par certains journalistes après son geste, disait justement qu'il estimait que la gauche s'était trahie elle-même parce qu'elle avait changé de prolétariat. Et que ce qui l'intéressait aujourd'hui, c'était uniquement les minorités sexuelles. La gauche aujourd'hui soutient des classes qui sont philosophiquement, fondamentalement, anti-gauche. Je veux dire, l'inégalité de l'homme et de la femme, c'est quand même... Ouais. Ça me paraît un petit peu gênant, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce type ne peut pas ne pas mentir, parce que s'il avait des valeurs il y a 30 ou 40 ans, M. Mélenchon, ce qu'il dit aujourd'hui est exactement l'inverse des valeurs qu'il défendait il y a 30 ou 40 ans. Donc, pourquoi le fait-il? C'est uniquement pour draguer un électorat, mais d'ailleurs ça lui réussit pas beaucoup, parce que dernièrement, dans un sondage, les intentions de vote pour lui étaient vraiment divisées par 2 par rapport à son score de 2017. Il était donné à 9% dans un sondage d'hier matin. 9%, ça me paraît beaucoup, moi. Oui, déjà, c'est pas mal, c'est pas mal. Marine Le Pen craint très fort d'être assimilée à Éric Zemmour. Elle trouve que Éric Zemmour... il faut organiser un front républicain contre avec Marine Le Pen et Mélenchon contre Zemmour. Tous de lutte ouvrière au Rassemblement national contre Zemmour. Ça me paraît une bonne idée. Ouais. À mon avis, c'est un projet qui va faire gagner des voix à Marine Le Pen, qui a tellement envie de se ressembler à Madame Pécresse que ça en devient... grotesque. Oui, elle commence à lui ressembler physiquement même. Oui, il faut qu'elle perde encore quelques kilos, mais c'est, je veux dire, c'est extraordinaire ce désir
d'être admise dans la cour de récréation avec les autres petites filles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'elle a souffert d'être mise à l'écart parce qu'elle faisait pas partie de... Elle-même utilise contre Zemmour exactement la même rhétorique que tout le monde utilise contre Marine Le Pen, et c'est exactement ce dont Marine Le Pen se plaint depuis qu'elle fait de la politique. Donc, je veux dire, on réutilise les mêmes armes de l'adversaire politique contre celui qui est encore plus à droite que soi. C'est un peu insupportable quand même. Je suis pas certain que Zemmour soit plus à droite que Madame Le Pen, parce que je sais plus très bien où est Madame Le Pen. Je veux dire, je voudrais bien qu'elle m'explique un petit peu. Bon, alors apparemment, elle va rester dans la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on continue à perdre toute notre souveraineté juridique. Elle va rester dans l'euro. Elle va. Donc je regarde ce qu'elle me dit de sa politique, et je me dis, mais non, d'un chien, ça ressemble de façon furieuse à la politique de M. Hollande, quoi. Oui, je vois pas où est la différence. Elle nous fait du Jacques Chirac. Oui, ou du François Hollande, c'est-à-dire il faut qu'elle aille faire campagne dans la Corrèze, parce que là, elle va faire un tabac, parce que la Corrèze, c'était M. Cueil, c'était tous les gars qui sont incapables de prendre une décision. Donc entre Hollande, Chirac, M. Cueil, à mon avis, elle devrait se présenter aux élections législatives dans la Corrèze, c'est l'héritière. Mais c'est pas parce que... Je sais pas, moi je suis fasciné par le mouvement vers le centre mou de Madame... Le Pen à un moment où toute la France se durcit. Oui, c'est ça. Tout le monde est en train de se durcir, de dire les gars, ça peut pas durer et tout. Et elle dit mais non, tout va bien, vous faites pas de soucis. Et je comprends, mais je suis pas un bon politique moi. Mais peut-être elle a des informations que j'ai pas, ou peut-être elle a un instinct que j'ai pas. Mais il me semblait que l'appel était plutôt vers plus de responsabilité, plus de... Est-ce que vous pensez qu'elle craint une candidature d'Éric Zemmour? Oui, tout à fait. Et elle devrait? Elle devrait, parce que je suis persuadé que si Zemmour se présente, il fera mieux qu'elle. Parce que Zemmour, il a tous les défauts de la terre, tout ce que vous voulez, je le connais un peu, moi je l'aime bien, mais il a un courage pas incroyable. Et vous savez ce que disait Napoléon, que j'aime beaucoup? Il disait, le courage, c'est la seule vertu qu'on ne peut pas singer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire croire que vous avez du courage quand vous êtes en pleine bataille, quoi. Si vous êtes un pleutre, vous êtes le ventre par terre en train de pleurer, quoi. Et donc, vous pouvez simuler que vous êtes vertueux, vous pouvez simuler que vous êtes généreux, mais vous pouvez pas simuler que vous êtes courageux. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que Mme Le Pen n'est pas courageuse, puisqu'elle veut l'approbation, et que le Zemmour, il n'en a rien à foutre, et qu'il est courageux. Donc je me dis, si les Français sont pour une fois à la recherche qu'il y a quelqu'un qui a du courage, bah, il fera mieux qu'elle. Bah, j'ai hâte de voir ça. Alors l'info de la fin, c'est une déclaration de Raphaël Glucksmann. Son père était très bien sur la fin de sa vie. Au début de sa vie, il n'était pas si bien que ça, mais Raphaël Glucksmann, je connais. Son père était un homme bien, oui. Et bah, le fils, je suis mitigé. Moi aussi. Parce que j'ai quand même appris quelque chose. C'est que la gauche politique occidentale pouvait s'émouvoir d'un remplacement de population dès lors que ce n'était pas le sien. Il s'est donc ému, ce cher Raphaël Glucksmann, du remplacement des Ouïghours dans la contrée du Xinjiang en Chine. Là-bas, c'est tout à fait au nord de la Chine, en allant vers l'est, dans l'ouest, pardon. Et c'est un endroit où les Ouïghours, si vous voulez, grosso modo, c'est les Mongols, quoi. Allez, hop. Et il trouve que c'est très mal. Il trouve que c'est très mal qu'il y ait un remplacement de population là-bas. Et je me dis... on va lui poser une question à ce cher homme. Il y a... Quand je suis né, donc il y a 70 ans, la moitié de population de Bagdad était chrétienne ou juive. Il n'y en a plus un. La moitié de la population d'Alep était chrétienne, juive ou arménienne. Il n'y en a plus. Partout au Moyen-Orient, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs. Où sont passés les juifs du Moyen-Orient? Où sont passés les juifs tunisiens? Où sont passés les juifs algériens? Où sont passés... Donc, s'il y a une constante,
c'est que le XXe siècle, et tous les siècles d'ailleurs, a été un siècle de fer et de feu, de sang. On a liquidé l'Asie mineure, enfin là où est la Turquie aujourd'hui, était peuplée de Grecs. Puis ils ont été remplacés par des musulmans. Puis il y a eu une guerre en 1920 que les pauvres Grecs ont perdue, et il n'y a plus de Grecs en Asie mineure, alors qu'ils y étaient depuis 4000 ans. Donc, l'histoire n'est pas très sympathique avec ceux qui perdent les guerres, quoi. Ouais. Donc, où M. Raphaël Glucksmann n'a aucune connaissance historique, ni de ce qui s'est passé au Moyen-Orient, ni de ce qui s'est passé... Il y avait quoi? Il y avait 3 millions de Juifs en Pologne. Il en reste combien? Donc, tout le XXe siècle a été un siècle où les ethnies se sont massacrées, la purification ethnique, et tout le monde se livrait à ce sport avec énormément d'enthousiasme. Hein. Je ne parle pas des Indiens en Amérique, bref. Donc, qu'on s'indigne contre ça, ce qui serait mon cas en disant « c'est pas sympa de traiter les autres », mais qu'on aille chercher un cas précis pour accuser un pays qui est la Chine. Il y a d'excellentes raisons d'accuser sur ce coup-là, mais je veux dire, mais pourquoi isoler ce cas précis? Quelle est l'idée? Le fait qu'il y ait des purifications ethniques, mon Dieu, on tue quoi, 30 catholiques par semaine dans le Moyen-Orient aujourd'hui. Où est M. Glucksmann? Qui ne sont pas des catholiques de chez nous, qui sont catholiques, ils étaient là bien avant les musulmans. Donc on tue des catholiques là-bas, M. Glucksmann ne dit rien, on tue des catholiques au Nigeria tant qu'on a veut, M. Glucksmann ne dit rien. Pourquoi? Parce que dans un cas, c'est une religion qui tue, c'est-à-dire la religion musulmane, et dans l'autre, c'est un État, c'est-à-dire l'État chinois. Mais le crime est le même, non? Et vous ne pouvez pas innocenter une religion et condamner un État, c'est complètement idiot, c'est deux institutions. Donc, quelque part, M. Glucksmann est un âne. Et un âne vicieux. Très hypocrite de sa part. C'est complètement vicieux. Parce que vous partez de quelque chose qui est condamnable pour condamner. Bon, très bien. Mais vous ne pouvez pas condamner un cas de figure. C'est comme si vous disiez, je sais pas, le massacre, la Shoah, c'était très très mal. Mais dans le fond, tuer les gitans dans les camps, c'était moins mal, quoi. Qu'est-ce qui lui permet de mettre une échelle de valeur dans les crimes, de hiérarchiser les crimes? Pourquoi identifier celui-là? Il y a des espèces d'effets de mode sur certains crimes. En ce moment, effectivement, c'est les Ouïghours. Les Palestiniens, ça commence à être un petit peu passé de mode. Pendant un temps, ça a été les Népalais. Oui, puis il y avait une tribu qui était là-bas, qui était des Bengalis qui étaient rentrés du côté de la péninsule chinoise, là, qui avait des problèmes aussi. Donc, il semble que la gauche, les seuls qui ne sont jamais ce sont les chrétiens. Les chrétiens, ça, il y a un droit de massacrer qui est automatique. Je n'ai jamais vu la gauche s'indigner parce qu'on massacrait des chrétiens quelque part. Ça, les chrétiens, la chasse est ouverte en temps réel. Je n'ai jamais vu M. Glucksmann s'indigner de l'assassinat de chrétiens. Effectivement. C'est embêtant. C'est très embêtant. Bon, écoutez, j'ai terminé avec les infos de la semaine. Pour une fois, on termine sur une note pas ultra positive. D'habitude, j'aime bien ouvrir. Non, mais c'est cette histoire. Dans le fond, on termine sur un truc. Ce brave Jean-François Revel dénonçait tout le temps, cette espèce de façon qu'a la gauche d'avoir des indignations sélectives. Absolument. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien de Jean Lacouture, qui était un journaliste du Figaro, à gauche, Nouvel Observateur, etc., et qui, quand on lui a demandé la question pourquoi il n'avait pas condamné le massacre des Khmers, vous savez, au Cambodge, etc., des Cambodgiens par les Khmers rouges, il avait dit parce que le Figaro avait été le premier à annoncer la mauvaise nouvelle. Donc, non seulement il n'a rien dit, mais il n'a rien dit en sachant qu'il y avait un massacre, parce que celui qui l'avait dénoncé le premier était quelqu'un qui est considéré comme un ennemi politique. On ne peut pas avoir une indignation plus sélective et plus honteuse, quoi. Vous vous dites, mais ces gars-là, soit sont des imbéciles, soit nous prennent pour des imbéciles, mais je suis inquiet, quoi.
Oui, je pense que ce sont surtout des énormes opportunistes qui effectivement essayent de nous prendre pour des imbéciles. Et je crois que... moi j'ai été là-bas dans le Jingxian, là-bas. C'est intéressant parce que les Chinois qui vivent à l'heure de Pékin, il y a à peu près 3 heures au soleil, puis les Ouïghours qui vivent à l'heure du soleil, c'est-à-dire 3 heures plus tard, donc ils se rencontrent pas dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Ils bouffent pas à la même heure, c'est absolument extraordinaire. Bon, voilà. Bon bah écoutez, on va avoir terminé avec cette émission. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'oubliez pas, à chaque fois on rappelle, de s'abonner, de mettre un pouce bleu, etc., etc. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sans doute pour la dernière de la saison. Oui, pour la dernière, ouais. Ça va être tout triste, on va tous pleurer abondamment, mais on se retrouve en septembre. C'est ça la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.